Bonjour et bienvenue dans Quelques minutes pour. C'est quelques minutes que je prends chaque semaine pour vous parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai lu ou de ce que j'ai joué dans la semaine. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose d'extrêmement important, Batman. Batman, c'est sans doute un de mes héros préférés. En tout cas, c'est celui dont j'ai lu peut-être le plus de comics avec Spider-Man. Quand j'étais petit, je me rappelle, on achetait les comics, je regardais la série animée, je jetais des batarangs, bref, j'étais vraiment très très fan de Batman. Puis de plus en plus, j'ai lu d'autres comics qui se ressemblaient pour beaucoup. Alors il y a beaucoup de comics qui restructurent le personnage. On peut penser à Batman Year One qui le structure plutôt, car c'est la première itération de Batman. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vraiment lu de comics Batman, je le conseille, parce que c'est vraiment un point de départ de toute la mythologie autour du Chevalier Noir. Bien sûr, on a les grands classiques comme The Batman Returns, qui apparaît dans les années 80 et qui vraiment structure ce qu'est devenu le personnage dans l'esprit des gens aujourd'hui. Et en parallèle de ces lectures, dont certaines très passionnantes et dans d'autres franchement beaucoup plus ennuyantes et beaucoup plus oubliables, je me politise de plus en plus. Et j'écoute des réflexions sur les défauts du personnage. Alors je peux en citer bien sûr quelques-unes. Batman, c'est un riche qui ne sait pas faire autre chose de sa fortune que des gadgets. Batman, c'est quelqu'un qui tabasse des pauvres, qui n'ont pas vraiment d'autre choix de voler. Ou alors, souvent, il a peu de considération pour les endroits de ses batailles. Ces critiques peuvent être vues comme des critiques un peu exagérées, qui ne prennent pas en compte la suspension consentie d'incrédulité sans laquelle il n'est pas possible d'apprécier un comics Batman. Mais elles sont quand même bien fondées. Le problème est que si, attention spoiler, Bruce Wayne agit de manière optimale, alors il n'y a plus de Batman. Et c'est toute cette mythologie, c'est toute cette essence même du personnage qui est mis en contradiction dans White Knight. Bon, je vais résumer très brièvement le comics. L'histoire commence alors que le Joker fuit Batman, sans doute un vendredi, qui le retrouve et le fait passer un sale quart d'heure, sans doute un mardi. Bref, tout ça pour vous dire que Bruce est assez violent dans ce comics, comme ont tendance à le faire beaucoup d'adaptations du personnage qui oublient un peu trop le héros dans le terme super-héros. Mais en l'occurrence, la violence sert le propos. Batman gave le Joker de médicaments qui auront pour effet de faire ressortir son double positif, Jack Napier, le même nom que dans les films de Burton ou dans Killing Joke. Napier va alors essayer de se blanchir, dans le sens métaphorique du terme en l'occurrence, et racheter les fautes du Joker en se présentant comme conseiller de la ville, créant des bibliothèques et menant une politique contre Batman, voulant dévoiler que sa manière de faire n'est pas la bonne. Bon, si vous connaissez ne serait-ce qu'un peu l'univers de Batman, vous vous rendez compte que ce comics est complètement hors continuité. Et il a d'ailleurs créé la sienne, ça lui évite tous les soucis autour de ça. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Sean Murphy, le dessinateur, encreur et scénariste, se fait plaisir. Je précise qu'il est très rare dans les comics que le dessinateur soit aussi le scénariste ou vice-versa. Là, on peut dire que White Knight, c'est vraiment l'œuvre de Sean Murphy, qui est vraiment l'auteur de cette BD. Si je dis qu'il se fait plaisir, c'est parce qu'il vient avec une relecture très spéciale de l'univers de Gotham. Et voici quelques exemples. Napier qui se débarrasse un temps du Joker, le méchant de Batman, devient alors le héros et met en cause les méthodes du Chevalier Noir. Il se veut une bonne version de Batman, une White Knight et pas une Dark Knight. Sa fortune, il ne s'en sert pas comme Batman pour créer des gadgets. Il s'en sert pour créer une bibliothèque dans le quartier pauvre nommé Backport. Il va travailler avec les institutions, contrairement au Chevalier Noir solitaire, et il fait ça à visage découvert, contrairement encore une fois à Bruce Wayne. Dans cet univers, il existe deux Harley Quinn, une qui correspond à la création de Paul Dini et Bruce Timm pour la série de 92 et qui sera une alliée pour Napier et Batman, et une version qui correspond à celle des films joués par Margot Robbie. La première mouture montre une femme dans une relation abusive avec un homme fou violent et qui se sert d'elle, mais dont elle va de plus en plus défaire de l'emprise pour s'émanciper. La deuxième est beaucoup plus décérébrée, c'est juste une nana folle, à moitié à poil, qui va regarder son Joker timbré et qui se complaît dans cette relation destructrice. On a de nombreux personnages assez importants qui meurent également, dont le premier d'entre eux, Alfred. Si vous lisez les comics, vous connaissez les deux éternels, qui sont donc Tante May et Alfred. Alfred, c'est le majordome qui sert de père de substitution et qui empêche Bruce de sombrer dans son combat, de s'y laisser dériver. Sans compter la mort de Gordon et de nombreux méchants, mais je vais y revenir juste après. La relecture va tellement loin que Murphy tue Batman, alors dans le sens métaphorique du terme. Il va très loin dans la déconstruction du héros. Napier le bat. Il montre à tout le monde les limites de la méthode Batman via son initiative GTO.
initiative qui permet aux policiers de se munir en partie de l'attirail de Batman. Et notamment plein de Batmobiles, et ça c'est cool, hein, qui leur permet de moins risquer leur vie également. Napier, ancien et futur Joker, se fait aimer de la population, là où Batman n'est plus vraiment apprécié à cause des dégâts qu'il occasionne. Il est particulièrement aimé des plus riches, hein, qui ont créé un montage financier qui leur permet de gagner de l'argent à chaque fois que Batman détruit des bâtiments à backport. Batman fait donc partie du problème et aide plutôt les 1% que les plus pauvres. Il envoie les gens à l'asile, cet asile qui n'a jamais sauvé personne, qu'on voit sa gueule, ça semble assez évident, mais bon. Et qui, même au contraire, a fait sombrer des gens. Je pense notamment à Harley Quinn dont on parlait tout à l'heure, qui, sous la plume de Paul Dini et de Bruce Timm, est tombée amoureuse du Joker en étant à l'asile d'Arkham. La déconstruction va tellement loin que Bruce Wayne perd même son nom, il n'est plus un Wayne. Azrael, qui est un personnage un peu connu des comics, comprend par l'intermédiaire du Joker que lui est le véritable Wayne et que la vraie famille de Bruce a trahi les Wayne, pris leur nom et leur territoire et s'est offert la belle image qu'avait la famille. Bruce perd donc son nom, son passé, ses convictions. Lui qui se croyait un Wayne, un protecteur de Gotham, il est descendant de ceux qui leur ont tout pris. Bruce perd donc également ses amis, comme je l'ai dit plus tôt, au tout début du comics, il perd Alfred, qui meurt pour sauver notre cher Bruce Wayne. Il perd également Gordon, qui se fait tuer par Azrael, qui cherche à atteindre Batman, donc bien sûr le Chevalier Noir est pris de remords de cette mort qu'il aurait pu sans doute éviter. Il manque de père, Batgirl, qui veut venger évidemment son père et qui manque de devenir paralysé dans cette version, ce qui n'est pas le cas mais qui a failli. Il perd son manoir, il perd ses Batmobiles, bref. Dans Curse of the White Knight, qui est donc la suite de White Knight, Bruce Wayne perd vraiment tout ce qui fait son identité en tant que Batman mais également en tant que Bruce Wayne. Rares sont les comics qui ont autant déconstruit leur personnage. Dans une moindre mesure, je peux penser à Ragnarok pour Thor, mais c'est vraiment pas du même acabit. Ce comics offre une fin à la guerre que livre Batman contre le crime, ce qu'aucun comics n'a jamais fait jusque-là. Et pour cause, si on offre une solution à celle-ci, il n'y a plus besoin de Batman, donc il n'y a plus d'histoire. Si on soigne complètement le Joker, alors il n'y a plus de raison que Batman se foute sur la gueule avec. Et nous, on aime bien les comics où il y a Batman et le Joker. La solution trouvée donc par ce comics, c'est que pour que la paix soit de nouveau à Gotham, il ne faut plus qu'il y ait de Batman. Alors, la résolution peut sembler un peu cynique, et elle est en partie, mais dans un monde réaliste, le meilleur moyen de lutter contre la criminalité, ce n'est pas un justicier qui viendrait tabasser les pauvres qui essaient de voler un autoradio, mais des services et des aides publiques qui permettent aux gens de vivre sans avoir à voler. Au cinéma est sorti il y a un moment de ça, The Batman, Vive Batman. C'est un film qui lui aussi pose la question de Batman et est-ce qu'il sert à quelque chose. On se rend compte au long du film que c'est lui qui a inspiré les terroristes à passer à l'action, en disant être la vengeance. Son message, je n'ai pas compris comme il le sous-entendait, mais le film veut une suite. Et donc, à la fin, Batman ne fait pas comme dans The White Knight. Il va juste être un meilleur Batman, quoi que ça veuille dire. Dans la série de 92, un épisode montre un procès dont le but est de définir si c'est Batman qui crée les super-vilains. La résolution étant que leur mise en scène leur est inspirée du Chevalier Noir, mais qu'ils auraient été criminels tout de même. Dans les comics, il lui arrive toutefois de créer assez littéralement ses ennemis, comme dans le célèbre Killing Joke. Donc Batman semble plus un problème que la solution. En tout cas, ce qu'il propose pour aider Gotham n'est pas ce dont Gotham a besoin, c'est plutôt ce dont lui a besoin. Et à la fin de The White Knight, il en prend pleinement conscience, il décide d'arrêter et de faire pas ce qui est bien pour lui, parce qu'il finit en prison tout de même, bien surveillé, mais il décide d'utiliser sa fortune autrement, d'aider les gens, pour de vrai cette fois-ci. Comme vous l'aurez peut-être compris, j'ai beaucoup aimé ce comics, je le trouve très bon, déjà graphiquement je le trouve très beau, le dessin est très lisible avec des planches souvent très bien construites, des couleurs très réfléchies, voilà. On a une sacrée utilisation du noir et de couleurs un peu plus pétantes de ci et de là. L'écriture est très bien réfléchie également, le message est un poil trop explicite, c'est pas très subtil comme comics, et il manque justement de ce côté comics, quitte à critiquer Batman, autant le faire dans un univers un peu déjanté dans lequel il évolue d'ordinaire. Et là en l'occurrence c'est un univers qui est plutôt entre grosses guillemets réaliste, en tout cas qui n'a pas la fantaisie des autres comics Chevalier Noir. De plus dans les comics, il est rare de faire évoluer un personnage à un tel point, parce que si on change trop le statu quo, alors le personnage change, c'est compliqué au lecteur de se retrouver, etc. Bon, bref, on évite de faire ces gros changements. Sean Murphy a vraiment pu profiter de créer son propre univers pour vraiment donner une conclusion à son personnage. Ce que très peu d'auteurs de comics ont fait, pour tout dire. Enfin, je dirais que c'est un bon comics pour commencer. Alors, il ne demande pas de connaître bien l'univers de Batman,
Cependant, je pense qu'un néophyte va passer pas mal à côté de la réflexion sur le chevalier. En effet, plus on lit de comics, plus on peut trouver des problèmes à la méthode de Batman, de se dire est-ce que vraiment ce qu'il fait c'est bien ou mal. Si c'est votre premier comics, vous trouverez les méthodes un peu violentes bien sûr, mais vous comprendrez pas l'étendue de la critique de Batman. C'est terminé pour moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour quelques minutes.